Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, vous n'êtes pas trop fatigués. Nous ça va. Ça va. Donc aujourd'hui on va vous parler de microservices et de maxi supplice, ou comment on a détruit une architecture distribuée pour revenir à un majestueux monolithe. Avant tout on voulait vous faire un petit disclaimer parce qu'évidemment faut pas nous agresser tout de suite s'il y a des ardents défenseurs des microservices. On va pas réellement passer notre temps à défoncer les architectures distribuées, on va plutôt vous faire un retour d'expérience sur comment et pourquoi on a fusionné des microservices en un monolithe. Et on tient à préciser qu'aucun microservice n'a été maltraité pendant la fabrication de ces slides. Bonjour à tous, je m'appelle Alexis, je suis tech lead chez CircularX. Et je m'appelle Yann, je travaille chez Théodo comme Paul et Marine que vous avez peut-être déjà vu ce matin. Donc un peu de contexte. Ouais. Donc CircularX, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un projet qui est né au sein d'un groupe qui s'appelle Recommerce, qui fête ses 15 ans d'ailleurs cette année. Recommerce, c'est un expert du reconditionnement en Europe, principalement de smartphones, mais qui s'ouvre de plus en plus à d'autres catégories de produits. Et CircularX, c'est la version SaaS pour les entreprises qui veulent lancer un programme de rachat et de reconditionnement. Et donc, pour les raisons qu'on va vous expliquer après, on a eu besoin de mener ce chantier de fusion de microservices et on a fait appel à Théodo et donc Yann est venu nous épauler. Ça, c'est le contexte. D'abord, ce qu'on voulait vous dire, c'est que la dette, c'est jour 1, ça commence tout de suite. Parce que là, le projet CircularX dont on parle, en fait, au moment des faits, donc c'était il y a 1 an et demi à peu près, il a 2 ans, il est maintenu par une dizaine de développeurs. Il a déjà des problèmes de couplage de performance. C'est dommage parce qu'il est aussi déjà utilisé en prod par des gros clients, donc ça c'est un petit peu plus problématique. Et il est découpé en microservices. Et ça tombe un peu sous le sens vu le titre des slides. Et donc ça c'est grosso modo la tête que ça avait donc au moment où on commence cette fusion des microservices. Il faut se dire qu'au début il y avait 8 microservices, il y en a 4 qui n'ont pas tenu 3 commits. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont été hérités de la séparation qui existait déjà dans la maison mère. Et on a imaginé que le métier de CircularX serait le même que celui de Recommerce, et donc ce serait le même découpage. C'était un peu une erreur, mais bon, on peut comprendre pourquoi on a eu cette idée au départ. Ce qu'il faut retenir grosso modo là, c'est qu'on a donc ces 4 services, c'est chacun un serveur web avec une base de données MySQL. Pour l'info, si ça vous intéresse, c'est du Symfony API Platform. Il y a un front-end en Vue.js, mais ça on va pas beaucoup en parler aujourd'hui, c'est pas très intéressant. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est que tout ça, ça communique, et ça communique beaucoup trop. C'est-à-dire que ces services, ils passent leur temps à s'appeler entre eux. Ils ont une codépendance et une adhérence qui est un peu forte. À titre d'exemple, il y a certains des appels vers ces microservices qui déclenchent 8 autres appels à tous les autres microservices et qui se rappellent entre eux. On va y revenir après. Ce que ça cause comme problème, c'est que du coup, oui, l'infra est un peu distribué, mais en fait, il y a tellement d'adhérence entre les services qu'on ne peut pas trop les faire évoluer indépendamment. En réalité, on a même un des microservices, c'est celui qui s'appelle Stock, là, en haut à gauche, qui est finalement un espèce de monolithe, qui est un service fourre-tout, et il appelle ses copains à peu près que pour faire du CRUD. Donc en fait, on en y reviendra tout à l'heure, mais ce qu'on appelle des Entity Services. Pour le coup, ils ne servent pas à grand-chose à part lire et écrire de la donnée. Et donc, du coup, ce serait plutôt un monolithe distribué, comme certains appellent ça. Même là, je ne suis pas tout à fait chaud pour le terme, parce qu'en réalité, on a beaucoup de mal à scaler. Les services sont tellement liés, on ne peut pas les faire évoluer, on ne peut pas les déployer de manière indépendante. Ils sont constamment déployés ensemble. Donc, en vrai, c'est presque quasiment un monolithe, mais avec des extra steps, quoi. Un autre problème, c'est les responsabilités qui ne sont pas claires. En fait, chaque microservice n'a pas de domaine métier attribué. Chaque équipe, d'ailleurs, chaque squad dans l'équipe n'a pas de métier attribué non plus. Et chaque squad n'a pas de microservice attribué. Enfin bref, personne n'est responsable de rien. Forcément, ça ne va pas aider pour le découplage et pour l'évolutivité. Ce que ça cause, tout ça, c'est une réaction en chaîne qui est un peu similaire à un effet fork bomb, c'est-à-dire que si on fait une requête vers un de ces microservices, lui derrière, comme je disais, il va appeler beaucoup de ses copains. Ses copains vont s'appeler entre eux, ils vont le rappeler lui des fois. Enfin, bref, ça crée beaucoup de requêtes dans tous les sens. Et ce qui se passe, c'est que ça sature un peu la file d'attente des serveurs web. En fait, le pool PHP FPM est complètement rempli. Et donc, dès qu'il y a un peu de charge, ce qui se passe, c'est juste que les temps de réponse explosent. En prod, c'est absolument pas possible et acceptable. Du coup, ça sature.
Comme je disais tout à l'heure, ouais, un des endpoints de base nécessitait tout de suite pour commencer 8 appels. Quand on a 4 microservices, on peut se demander s'il n'y a pas des optimisations à faire quelque part. Tout ça, ça présente des fondations un peu fragiles pour les futurs projets, parce que qu'est-ce que c'est les futurs projets? Le plus gros, c'est qu'à ce moment-là, on prévoit de sortir une API publique CircularX qui va être utilisée par nos clients. Faire une API publique sur ce genre de truc, comment vous dire qu'on n'était pas trop chaud. Bon, on a aussi une roadmap, je ne vais pas vous le cacher, une startup en général, on a envie de faire des features quand même pour pouvoir les vendre. Et donc la roadmap, bon, déjà, elle va rajouter probablement de la dette, et puis aussi, on ne peut pas trop l'arrêter, donc il va falloir agir vite. Et troisième point, on prévoit de grossir beaucoup l'équipe de dev. La dette, plus il y aura de monde, plus elle va se voir et plus elle risque de s'amplifier si on ne fait pas quelque chose tout de suite. C'est pour ça qu'on a décidé cette fusion des microservices avant toute chose, avant d'avancer sur quoi que ce soit. Mais d'abord, il nous faut un plan. C'est ça. Avec tout ce qu'a pu dire Alexis, c'est très clair, il faut faire quelque chose, on ne peut pas rester dans cette situation. Mais avant de foncer bille en tête et de vouloir faire des trucs tout de suite, il faut qu'on définisse un plan de bataille. Et ce plan de bataille, il faut qu'il ait certaines composantes. On va commencer avec une métaphore. On va imaginer qu'on est de ce côté, rive gauche, on a un truc qui est à peu près stable, clairement pas idéal, et on veut inventer un chemin pour aller de l'autre côté, qui annonce 4 heures de grandes avancées et d'un avenir radieux. Alors, perso, j'ai pas du tout envie de faire comme Alex Mason sur la photo, c'est juste beaucoup trop risqué. Nous, c'est un peu notre métier, on peut pas se permettre de faire ça. Pour dérisquer cette traversée et cette migration, on voit 3 aspects, 3 manières d'améliorer les choses. La première, c'est de mettre un filet de sécurité. Le risque actuellement, il est trop grand, donc pour faire cette bascule, il faut qu'on soit outillé pour limiter au maximum le risque. Dans le cadre de l'IT, le filet de sécurité, pour nous, ça passe par 2 axes. Le premier axe, c'est être en mesure de rollback en cas de problème. Il se trouve que chez CircularX, le rollback était maîtrisé, mais ça veut dire que si on introduit de nouveaux outils, il va falloir être en mesure de gérer le rollback avec ces outils. Le deuxième outil, c'est le monitoring. Repérer qu'il y a une 500 sur la page d'accueil, ça se fait facilement, à la main. Mais là, vu qu'on va toucher à l'existant de manière exhaustive, de manière globale, on doit pouvoir détecter si une erreur est introduite et réagir le cas échéant. Donc c'est important qu'on ait un système vraiment en place. On est passé par 3 outils sur cet aspect monitoring. Le premier, il était déjà en place, c'était Sentry. Sentry, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a amélioré. On a amélioré la remontée des stack traces pour pouvoir réagir plus vite et résoudre plus vite. Et on a activé l'APM, donc le Performance Monitoring, pour avoir à la fois le temps de réponse des différents endpoints et aussi voir où est-ce que du temps a été passé. On a un deuxième outil, on a parlé de tests de charge à un moment aujourd'hui, on est clairement là-dedans. Donc c'est un outil qui s'appuie sur InfluDB, Cassis et Grafana. Et l'idée, c'est de pouvoir faire des tests de charge sur des parcours utilisateurs. C'est-à-dire qu'on prend un utilisateur qui simule un parcours, qui va engendrer des calls API, avec du coup des latences entre ces différents calls, et on dit, cet utilisateur lambda, répète-le tant de fois, et voir l'évolution du temps de réponse. En théorie, ce qu'on va faire, en remplaçant justement des calls HTTP par des choses plus performantes, on devrait améliorer la situation, mais vu que la situation est déjà critique, on ne peut pas se permettre de passer par un état dégradé entre-temps. Donc c'est quelque chose qu'on doit mesurer tout de suite. Et enfin, les troisièmes outils, c'est toutes les métriques AWS, un peu Ops, gérées par le DevOps de CircularX, Jean-Luc. Et ça me permet de faire la passation avec ce qu'il faut faire aussi pour assurer cette traversée. Donc, premier point, avoir un filet de sécurité. Deuxième point, avoir une équipe. Cette migration, elle va demander des connaissances en dev, des connaissances en ops, une connaissance profonde du métier. Et ça, c'est quelque chose qu'une seule personne ne peut pas réunir. Donc, il faut savoir s'entourer. Il va falloir aussi impliquer les bonnes personnes au bon moment et constituer cette équipe. Alors, nous, comment ça s'est matérialisé? Donc, en plus de nous deux, on avait du coup Jean-Luc Legolas, pardon, en Ops. On avait Nicolas Gimli en PO. On avait Joseph Sam en Dev. Tout ça sous le regard bienveillant de Ludovic Aragorn, CTO. Ok, on a une équipe, on a des filets de sécurité. Qu'est-ce qui nous manque? Ce qui nous manque, c'est des étapes intermédiaires. Si on fait notre changement en Big Bang, on multiplie les chances de se planter. Donc, ce qu'on veut faire, c'est rajouter des étapes intermédiaires pour déjà réduire le risque, pour aussi apprendre en cours de route, et justement s'améliorer et faire en sorte que ça marche de mieux en mieux.
Dans le cas de figure, le découpage, il y a déjà un premier découpage qui est simple. On démarre aujourd'hui avec 4 services, on va aboutir à un monolithe. Bah, plutôt que de passer directement de 4 à 1, bah, on va passer de 4 à 3, de 3 à 2, puis de 2 à 1. Et ensuite, comment va se passer le merge d'un microservice? Bah, on va aussi essayer de découper cette étape-là. Ok, donc on pense que notre plan de bataille, il faut qu'il inclue ce filet de sécurité, une équipe et des étapes intermédiaires. Mais quel est-il ce plan de bataille? Bah, déjà, première chose, il faut se dire, ok, on va passer de 4 à 3, de 3 à 2, de 2 à 1. Bah, dans quel ordre on va merger ces microservices? Comment on s'y est pris? On a commencé par faire ce petit schéma. Ce petit schéma, c'est les différents services et les appels HTTP qui existent entre eux. Bon, déjà, première blague, il y a 2 services qui sont schizophrènes, ils s'appellent eux-mêmes en HTTP. C'est un peu dommage. Mais ensuite, du coup, ce qu'on a cherché à faire, c'est se dire, bah tiens, comment on peut, dans quel ordre on fusionne les microservices qui vont engendrer le moins de réécriture possible. Exemple, si là, j'essaye de rentrer diagnostic dans stock, ben, ces 11 calls HTTP, ça va devenir des requêtes SQL, quelque chose. Celui-là aussi. Et celui-là qui pointait vers diagnostic, ben, si on fait un diagnostic plus stock, si on met diagnostic dedans, ben, lui, il va falloir changer son URL. Donc on estime que ça engendre 13 réécritures. Et en faisant ça, en testant les différentes possibilités, on a différents scénarios. On avait 2 candidats possibles en termes de service hôte qui allaient récupérer au fur et à mesure tous les autres, stock et ident. Et on arrive, en déroulant, au fait que c'est avec stock que l'on va faire le moins de travail. Ok, super. Ce résultat, on l'a obtenu d'une autre manière complètement indépendante. Cherchez pas à lire, c'est volontairement flouté. C'est le modèle de données des 4 services. Et en fait, ce qu'on a cherché à voir, c'est ce qui aurait été l'équivalent de foreign key, c'est-à-dire des colonnes dans une table qui pointent vers une donnée présente dans un autre service. Et en fait, on s'est rendu compte que stock, il avait des colonnes qui pointaient vers des données d'autres services, mais aucun des 3 autres services n'avait des données qui pointaient vers lui. Donc en fait, il avait ce rôle de service par défaut, qui un peu récupéré de tout le reste, et personne ne pointait vraiment vers lui. Et donc on s'est dit que ça nous confortait dans le fait que c'était lui qui allait absorber au fur et à mesure les autres. Ok, on sait dans quel ordre on va merger nos microservices. Maintenant, comment on va s'y prendre? On a 2 défis à relever. Le premier défi, c'est le fait que, ok, il y a notre front qui tape sur nos URL d'API, mais il y a d'autres services tiers. Il y a des batchs nocturnes, il y a des callbacks, il y a des choses comme ça. Et ces callbacks, ils sont susceptibles de taper sur des URL de services qui vont être mergés. Donc il faut que ces anciennes URL, elles continuent de fonctionner le temps que l'on dise au service tiers écoutez, cette URL, elle est dépréciée, changez désormais. Ils ne peuvent pas faire ce changement exactement en même temps que nous. Donc il faut avoir ce travail de maintenance et de versionning. Ce premier défi, on a choisi de le relever avec un outil, on est chez AWS, qui est API Gateway. API Gateway, alors ça tombe bien, on veut faire une API publique, ça a plein de fonctionnalités pour des API. Ça peut gérer de l'autorisation, ça peut gérer du versionning, mais nous là, on va l'utiliser dans un premier temps, bêtement comme un proxy qui va faire passe-plat, qui va vraiment exposer un pour un les services. Donc là, c'est Jean-Luc, notre DevOps, qui a mis une instance d'API Gateway devant chacun des 4 services. Et au fur et à mesure de notre merge, on va s'amuser à changer les règles côté API Gateway pour faire des bascules. J'aborde ça plus tard. Il y a un deuxième challenge, deuxième défi. Le fait que, aujourd'hui, on a 4 bases de données, et on veut désormais une base de données, au lieu d'une pour chaque service. Du coup, on va avoir une phase où on va devoir copier le schéma, mais aussi copier les données qui sont à l'intérieur. Il va y avoir une phase de réplication. Cette phase de réplication, elle va prendre du temps. Et pendant ce temps-là, il va falloir déterminer du comportement de la plateforme et s'assurer que tout se passe bien. Ce défi-là, dans la première version du plan qu'on avait, on s'est dit on va refuser l'obstacle. On va essayer de s'alléger un peu, on va essayer de ne pas faire ça. Alors on avait un premier plan, je ne vais pas trop rentrer en détail dessus, c'est pour ça qu'il est en petit, où on avait une première étape qui consistait à copier le schéma de la base de données du service appelé à disparaître dans le service hôte, et une deuxième étape où on gérait un peu tout le reste, et où notamment on mettait une page de maintenance. Et où en gros on expliquait que pendant plusieurs heures le site n'allait pas être accessible, et que le temps qu'on fasse un peu notre tambouille, qu'on s'assure que tout fonctionne. Ce plan, on a choisi de ne pas le retenir, pour 2 raisons.
La première raison, c'était justement cette page de maintenance. Le souci n'était pas du tout lié au métier. Côté métier produit, ils étaient tout à fait OK avec le fait que pendant quelques heures, le site soit pas accessible. Aujourd'hui, les clients sont plutôt en France, donc si on fait ça typiquement la nuit, a priori, il n'y a pas grand monde, ça n'allait pas impacter grand monde. Mais en fait, d'un point de vue technique, nous, ça a soulevé un certain nombre de questions qu'on n'était pas sûr de vouloir traiter dans notre cadre. Typiquement, ça voulait dire déployer du front pour avoir une page de maintenance. C'était quelque chose qu'on n'avait pas forcément prévu de faire. Ok, mais qu'est-ce qui se passe si l'utilisateur est sur une ancienne version qu'il n'a pas mis à jour et qu'il essaie quand même de faire des requêtes? Bref, ça posait tout un tas de questions sur le SEO, sur plein de choses. On s'est dit, oula, on s'éloigne quand même de notre sujet de départ. Deuxième sujet, on parlait d'avoir une démarche itérative et essayer de faire des petits pas pour limiter le risque. Là, on fait un peu première étape, étape triviale, deuxième étape, big bang de tout le reste. Pas fou. Donc, on est persuadé qu'il y a mieux à faire. Et on se dit, probablement pour faire mieux, il va falloir cesser d'ignorer ce souci de réplication des données. Et c'est là où on est tombé sur un autre outil AWS qui va grandement nous aider dans cette démarche, qui est DMS. DMS, c'est pour Database Migration Service. Et qu'est-ce que ça fait? C'est un service qui fait de la réplication de données, soit exactement ce dont on a besoin. C'est capable de faire à la fois une réplication en batch. Je viens de créer une base avec des tables qui sont vides. Je veux le peupler avec les contenus d'autres tables présentes ailleurs. Et c'est fait comme ça. Ça peut aussi faire de la réplication au fil de l'eau. Je viens d'ajouter une ligne dans cette table, s'il te plaît, copie-la-moi là à côté. Et ça peut aussi faire de la réplication bidirectionnelle, sans que ça engendre des problèmes de boucle infinie. On va s'en servir plus tard, je vous explique. Je suis désolé de vous infliger ça à 17h un vendredi. Courage, c'est bientôt le week-end. Du coup, ça c'est à peu près le plan où on s'est dit, ok, on peut y aller. Donc, on démarre avec 2 services, une base de données, qui ont chacun leur base de données, qui s'appellent entre eux. Le schéma ment, ils ont chacun désormais un API Gateway, ça a été rajouté entre-temps. Première étape, on prend le schéma de cette base, on le met dans celui-là. Donc ça, c'est vraiment, on crée des tables, c'est une mise en prod classique, pas besoin d'opération ou quoi que ce soit. Et on active DMS, la réplication bidirectionnelle. On va voir pourquoi plus tard. Deuxième étape. Là, désormais, les endpoints qui étaient présents dans ce service, on les rajoute dans ce service-là. Pour l'instant, il n'y a absolument rien qui les appelle. Donc pareil, c'est une map transparente, tout va bien. Et là, maintenant, on va faire l'étape dite de bascule. Donc là, on fait quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire. On vient changer la config de cet API Gateway pour dire arrête d'exposer les endpoints qui sont là, expose désormais les endpoints qui sont là. Nous, normalement, les données qui étaient là, elles sont présentes là-dedans. Quand ces endpoints qui ont été bougés vont être appelés, ils vont remplir les données là-dedans et ça va transférer de l'autre côté. Donc si jamais il y a un souci, nous, typiquement, on se rend compte d'une 500 ou quelque chose, rien ne nous empêche de refaire la bascule dans l'autre sens. On n'aura perdu aucune donnée en chemin. Elles auront été remises dans le service de départ. Donc c'est notre filet de sécurité. Et en fait, le front, les services tiers, continuent d'appeler l'ancienne URL en pensant que l'ancien service est toujours debout. Mais en fait, ils appellent le merge des deux. Celui-là, désormais, il n'est plus appelé. Et donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est faire le ménage. Donc, ça veut dire nettoyer la conf Docker, nettoyer dans la CI, dans la CD, nettoyer l'install local. Ça peut être fait au fil de l'eau et c'est des maps classiques. Peut-être il y a côté DevOps, il y a du nettoyage à faire côté infra. Et on arrive à cette étape-là où on a un service qui inclut les deux. Bon, lui, il est encore schizophrène. C'est-à-dire qu'il est persuadé qu'il y a un autre service à côté et donc il fait des calls au final où il s'appelle lui-même par HTTP. Donc là, il y a une phase de réécriture où on va remplacer cet appel par HTTP par de la logique métier. Des appels en base, des choses comme ça. Et à la fin, on a nos services fusionnés. OK. Pendant toute cette phase-là, ça va être dur de faire des features en back sur les 2 services qu'on manipule. On a été plus extrême, on a dit on ne touche pas au back du tout. Parce que, en fait, des services, on n'en avait pas 2, on en avait 4. Donc on se dit, tiens, on pourrait bosser sur les 2 autres. Mais en fait, notre back était tellement couplé que ça n'avait pas vraiment de sens de dire, tiens, je peux travailler que sur les 2 autres. Et on s'est dit, c'est quand même plus simple de dire, ok, on freeze sur le back, ça dure à peu près 1 mois, et tant pis. On assure le coup. On a quand même trouvé de quoi faire sur le back, au moment où on a voulu planifier toutes les tâches que ça représentait. Donc on a fait ce plan, où on voyait les différentes tâches sur les différents services,
avec à chaque fois les logos des équipes concernées, côté Ops, côté Dev. Et en fait, on s'est rendu compte que une fois que le merge était fait, ben, pendant que nous, on pouvait avancer sur le merge du service d'après, les équipes, les autres squads, pouvaient travailler justement sur la réécriture. Justement, remplacer ces calls HTTP par la logique métier. C'était pertinent parce que ceux qui faisaient du back, ils n'avaient plus que ça à faire. Ça permettait de réduire la durée de freeze. Et en fait, c'est eux qui avaient l'expertise métier. Nous, on était là pour bouger les trucs. On n'était pas là pour régler les détails. Et en fait, c'était le bon plan. Et on cale tout ça, on se dit, super, on se retrouve dans un mois avec un monolithe. Avant ça, quand même, on va faire des répétitions générales. L'étape de bascule, ce qu'on a fait, c'est que sur la pré-production, on a fait des répétitions où on a fait des chronogrammes. C'est-à-dire qu'on a listé toutes les tâches qu'il y avait à faire, dans quel ordre les faire, qui en était responsable, combien de temps elles prenaient. De telle sorte que quand on se levait tôt le matin pour les faire, on puisse le faire avec même la tête dans le gaz en se disant, bon, ok, à toi. On mesurait tout ça, on arrivait à peu près à 1 heure, ce qui faisait qu'on faisait ça à 8 heures le matin. C'était mieux que si on devait se lever à 4 heures du mat pour faire un truc Big Bang. Donc on était plutôt contents. Ok, super. Donc nous, on est des gros cerveaux. Là, on a un super plan. Tout va bien se passer. Spoiler, non. Donc ça, c'est la théorie. On sait que la théorie, c'est un super beau pays où tout se passe bien. Maintenant, on va faire un petit tour en pratique. Alors déjà, une première chose dont je voulais parler, c'est une pratique qu'on faisait pas chez Circularix avant qu'Yann arrive. Il nous a introduit à ça, c'est les ADR, pour Architecture Decision Record. En gros, qu'est-ce que ça veut dire un ADR? C'est une manière de formaliser une décision. Donc à la fois en pesant les différentes solutions, en ordonnant les critères, en pondérant les critères, en notant les conséquences, la date et pourquoi on a préféré telle solution. Je crois que je peux passer direct aux exemples. Parce qu'en fait, ce que je voulais montrer avec ça, donc ça c'est des vrais ADR qu'on a fait pendant le chantier, et on s'en fout de la forme en fait, c'est ça qui est cool aussi. Enfin, j'imagine sûrement qu'il y a plein de gens qui ont une idée de formalisme qui n'est pas répandue par ce qu'on fait ici, mais ça fonctionne, ça peut être sur un coin de serviette s'il faut. Surtout le but c'est de pouvoir communiquer une décision à l'équipe, l'historiser, et donc évidemment pouvoir la remettre en question plus tard en sachant pourquoi on l'avait prise, au lieu de dire mais pourquoi ils ont fait ça, c'est débile, ils avaient pris de la drogue, on ne sait pas. Donc du coup, là c'est, je crois qu'il y a ça c'est une décision pour l'API externe, l'API publique dont on parlait, mais les 3 autres c'était vraiment pendant le merge des microservices. Et ça nous a bien aidé en fait à poser les problèmes. Je crois qu'on reparlera d'un ADR juste après. De manière globale déjà, de noter des choses et de faire des schémas, en fait, ça nous a beaucoup aidé à partager nos idées, à les challenger et même là à vous les présenter. D'ailleurs, au passage, je voulais mentionner que tous les miros, les trucs que vous voyez, en fait, c'est des vraies pièces à conviction d'époque. Hein. On les a pas fait pour les slides, c'est pour ça que c'est moche. Donc les ADR, je sais plus où j'en étais, c'est pas très grave. Ce qu'il a fallu faire, c'est merger la code base. Donc évidemment, c'est un peu ce que Yann disait, il y a aussi bien la base de données d'un côté que le code PHP qu'on doit rassembler. Et tout ça, on veut le faire par petites itérations, comme on a dit. Et même si on ne va pas supprimer de la dette à proprement parler, on voudrait ne pas en rajouter. Donc ça va demander quand même d'être un petit peu attentif à ce qu'on fait. Bon, le truc le plus simple finalement, c'était un peu la partie, ces fameux calls HTTP où à la fin d'un merge, le service s'appelle lui-même en HTTP. Dans un premier temps, ça fonctionne, c'est juste que ça sert à rien. La deuxième étape, c'est de remplacer ça tout simplement par du SQL en gardant un peu le contrat vu de l'extérieur, le service qui faisait les calls HTTP. Tous ceux qui l'utilisent pensent encore qu'ils sont en train de faire des calls HTTP. Ça les regarde pas en fait. Et du coup, ça permet en fait que la plupart de l'application ne bouge pas et que en fait, on change juste ce qu'il y a sous le capot. Et après, dans un troisième temps, ce qu'on pourra faire, c'est carrément rajouter des foreign keys ou faire des joins là où c'est nécessaire pour éviter de faire même plusieurs requêtes éventuellement. Sachant que ça, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est que, comme disait Yann, on ne l'a pas fait nous, on l'a filé aux autres. Donc, on peut le faire plus tard. Du coup, merger les databases, au-delà de la partie DMS dont parlait Yann, ça veut aussi dire mettre tout au même endroit. Nous, on avait des collisions. En fait, on a eu la clairvoyance de remarquer qu'il y a des tables qui avaient le même nom dans plusieurs microservices à l'avance. Ça paraît pas grand-chose, mais c'est quand même cool de le vérifier avant. Ça évite de perdre beaucoup de données. Et puis surtout, c'est aussi pour dire que de le faire sur une mise en prod qui vient avant la fusion, ça aide à gagner du temps. Pour pas tout faire en même temps, justement.
Donc ensuite, ah oui, on parle de domain-driven design. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au-delà de la collision de bases de données, on a eu des collisions de routes d'API, en fait, et de ressources et d'entités, enfin, puisque en plus, comme on utilise API Platform, les entités ont le même nom que les ressources. Voilà. Et donc, on a dû réfléchir à comment les nommer pour éviter qu'elles se collisionnent, renommer nos endpoints, renommer nos ressources, etc. Et on s'est dit, en fait, on se rend bien compte, il faudrait peut-être qu'on commence à réfléchir à comment on nomme les trucs. Et donc effectivement, on s'est dit qu'à un moment, il faudra qu'on se renseigne sur le DDD. On n'y était pas encore, mais on a commencé par un truc qui permet éventuellement de s'en rapprocher. En fait, ce que vous voyez là, donc faut imaginer à gauche, c'est les 4 microservices dans le repo, et à droite, c'est la cible, enfin c'est ce qu'on a voulu faire. Donc à gauche, c'est assez classique pour ceux qui font du Symfony, c'est un peu rangé par archétype. Donc on a contrôleur, entity, subscriber, listener. Sauf que ça c'est cool, mais une fois qu'on mélange des microservices, des contrôleurs, on va en avoir 40 000, et dans chaque dossier, en fait, ça va être le bordel. Le jour où on veut redécouper, en fait, on n'a rien gagné. Donc, l'idée qui est née, c'est de se dire, comme je le disais au début avec la slide Spiderman, on n'a pas encore d'ownership sur des domaines métiers, parce qu'on n'a même pas identifié nos domaines métiers. Par contre, ce qu'on a identifié, c'est qu'il y a des features. Et ça, il y a bien des gens qui maintiennent les features. Donc l'idée est née, on a fait un ADR pour décider ça, d'ailleurs il était présent dans la slide de tout à l'heure, de se dire, si on range par feature, on peut donner l'ownership d'un dossier à une équipe, et demain, quand tout ça, ça viendra se mettre dans un domaine, puisqu'on va se former au DDD, au moins on a juste à bouger la feature dans le bon domaine, et c'est réglé. Donc c'est la décision qu'on a prise, et effectivement ça a bien servi par la suite. Voilà, donc après avoir parlé de ce qu'on allait faire, il était temps de le faire, et donc comme je le disais tout à l'heure, on a un plan de gros cerveau, on a prévu des mises en prod séparées, on a prévu un rollback possible, on a prévu comment on allait nommer les choses, on a évité les collisions, mais ça va quand même merder. Et donc ça, c'est le début du voyage inattendu. La première blague, donc ça, c'est effectivement, on a utilisé API Gateway pour la bascule dont parlait Yann, c'était super pratique. Ça nous a permis vraiment d'avoir un truc de rollback assez facile, on peut revenir sur l'ancien microservice dès qu'il y a un problème. C'est super cool. Et c'est même ce qui est encore plus super cool, c'est que quand on a livré API Gateway avec le premier merge, on se dit trop bien, d'un seul coup nos temps de réponse ont diminué. Je sais pas pourquoi. Et il n'y en a plus aucun qui dépasse 30 secondes, c'est incroyable. Oui, parce qu'on avait beaucoup de calls qui dépassaient 30 secondes avant. Et ensuite, on regarde un peu plus près, on voit bien que ça écrète en haut. Je pense que vous avez deviné ce qui se passe. C'est des 504, c'est API Gateway qui a un timeout en fait à 29 secondes. Ce timeout est non débrayable, même quand on demande gentiment. Croyez-moi, on a essayé. Donc, on se retrouve face à un problème quand même, parce que là, on a prévu notre plan pour qu'il tienne vraiment au chausse-pied dans un mois. On sait qu'après ce mois-là, il y a le projet d'API qui commence, on ne peut pas trop décaler. On a le freeze qui fait que déjà, les product owners n'ont pas envie de freezer pendant 2 mois non plus. Donc à un moment, il faut qu'on avance. Et on se dit, OK, ADR. C'est parfait. Donc on va faire un ADR pour décider qu'est-ce qu'on fait face à cette situation. Il y avait une première option, c'était de se dire, on pourrait changer de techno. En fait, si au lieu d'utiliser API Gateway, on passe sur Kong par exemple, ou des choses comme ça, on pourrait maîtriser le timeout, puis le problème est réglé. Ouais, sauf que ça demande de revoir le plan, et là, on a au pied du mur, on n'a pas trop envie de faire ça. Il y a l'option auquel tout le monde avait un peu envie d'aller, c'était de dire, ces endpoints, on ne pourrait pas faire en sorte qu'ils soient plus performants et qu'ils passent sous les 30 secondes. Non, on a autre chose à faire. Mais par contre, on pourrait les rendre asynchrones. On pourrait se dire que les traitements dedans, qui sont un petit peu lourds, on les passe en asynchrone. Bon, pas de chance. C'est des endpoints où fonctionnellement, on attend un retour. Enfin bref, on n'a vraiment pas envie de toute façon de faire du dev dans ce chantier-là. Donc ça nous arrange vraiment pas. Pas dans le timing qu'on a. On n'optimise pas une plateforme en quelques semaines comme ça. Et le troisième choix, moi c'était mon préféré depuis le début, c'était ne rien faire. Et du coup on a fait ça. Ce qu'on s'est dit en fait, c'était que déjà c'était beaucoup d'endpoints à usage interne quand même, je tiens à préciser, donc des imports, des trucs comme ça, donc c'était un peu moins grave. Pour la plupart d'entre eux, ils dépassaient déjà la minute et en fait ils se prenaient des timeouts du serveur web, donc en vrai timeout versus timeout, à la limite on s'y retrouve. Non, et puis surtout, on a quand même l'objectif après tout ça que ça s'arrange en fait, puisque la perf, on a le sentiment qu'elle est fortement liée au couplage et pas juste au code qui est mal fait. Donc théoriquement, une fois que c'est mergé, on n'est plus à 30 secondes. Donc pour l'instant, on décide de rien faire.
Bon, il y a eu d'autres blagues quand même. Yann parlait tout à l'heure de DMS pour la duplication donc bilatérale entre les deux bases au moment du merge. Alors effectivement, par contre, ça marche super bien. Hein. Effectivement, pas de boucle infinie, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Mais bon, à un moment, quand on commence à activer DMS pour faire cette réplication, il y a un développeur d'une autre équipe qui a rien à voir avec la nôtre qui vient nous voir et qui dit disons, vous n'avez pas touché un truc en prod hier parce que là, on a notre base de données qui est down en fait en prod. Elle me dit si nous on a mis DMS sur nos bases de données, mais en quoi ça pourrait avoir impacté ton truc? C'est là qu'on a appris qu'on partageait le même cluster de bases de données que les copains. Et en fait, si nous, la petite base de données, elle dépensait pas beaucoup de ressources avec DMS d'activer, eux, derrière, ils ont des gros traitements. Leur MySQL, il était déjà un petit peu sollicité, on va dire, pour être gentil. Et du coup, DMS, ça a été le coup de grâce. Et donc, on a fait tomber leur prod, ils étaient contents. Donc, on aurait aimé déjà en avoir conscience avant que c'était partagé. Et puis, bon, accessoirement, ça aurait peut-être pas dû être partagé. Plus de peur que de mal, parce que, je vais vous expliquer, mais on a trouvé un plan de secours. Parce que, je le rappelle, DMS, on ne pouvait pas juste le désactiver, vu que c'était tout le principe du plan qu'Yann vous a montré tout à l'heure, c'est pour pouvoir revenir en arrière. Ça duplique les données pour qu'à tout moment, s'il y a un problème, on se dise, OK, on repasse sur l'ancien microservice et il n'y aura pas de problème de désynchro. Donc nous, ça nous emmerde un peu. Il se trouve que finalement, vu que la copie entière d'une base vers l'autre, elle prenait, je sais plus, mais bon, c'était un temps qui était tout à fait manageable en dessous d'une heure. Ce qu'on a décidé, c'est qu'en fait, on va faire la copie une fois avant, dans un sens. Donc là, on a le nouveau service qui est prêt, qui a les nouvelles données. On fait la bascule. Bon, alors, ça nous enlève la capacité de rollback, oui et non. C'est juste que le jour où il faut rollback, si on a un problème, on refait la copie dans l'autre sens, mais en one-shot. Et ce qui fait qu'avec deux copies et pas de la duplication en continu, ça sollicite beaucoup moins la base de données des copains, et ils sont contents. Encore une autre petite surprise, hein. C'est les fameux supplices du titre du talk. Donc là, c'est au niveau des outils. Tout à l'heure, on vous a parlé de Cassis pour les tests en charge. Pareil, Cassis, l'outil est vraiment incroyable. Il fonctionne exactement comme ce qu'on pourrait attendre. Nous, on a fait les bons élèves, en fait. On s'est dit, on va avoir plusieurs releases, je ne sais plus combien, mais on voudrait mesurer le gain de perf à chaque release. Mais on va faire un protocole propre. On commence avant et on compare à chaque fois, à chaque release. Donc on a fait ça comme des bons élèves. On a fait un petit cahier de mesures comme ça, où en fait, je crois qu'on faisait 200 utilisateurs concurrents sur le scénario qu'on lançait. Parce que, en fait, au point où on en était, ça ne servait à rien de mettre 2000. L'app, elle ne tenait pas, de toute façon. Et en fait, l'idée, c'est que ça fait une rampe. Et en gros, les résultats que vous voyez là, c'est combien d'utilisateurs concurrents on peut avoir pour avoir un temps de réponse un P95 en dessous de 10 secondes, 5 secondes, 1 seconde, 500 millisecondes. Donc c'est trop bien, là on est bons élèves, on suit à chaque release, on se dit on est des scientifiques. Et y a un moment où on se dit, déjà la performance elle s'améliore pas, elle se dégrade. Donc c'est un petit peu déstabilisant. Et surtout il y a carrément des releases où on remarque que le nombre d'utilisateurs qu'on peut avoir pour être en dessous de 10 secondes, il est plus petit qu'en dessous de 500 millisecondes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais je crois que 10 secondes, c'est plus grand que 500 millisecondes normalement. Et alors, si vous voulez l'explication, on s'est quand même bien arraché les cheveux, on a tenté de mesurer différemment, etc. Et en fait, c'était une erreur dans le script JS qui allait lire les données que Cassis écrivait. Et en l'absence de points, il allait prendre les résultats du test d'avant. Donc, en fait c'était inutilisable. On a là la moitié du tableau, déjà, on a dit ça, c'est mort. Donc, pour le coup, on n'a quasiment pas profité de ces tests Cassis. Voilà, au moins, on aura essayé. Et enfin, une petite peur de dernière minute. Donc là, on est, je sais plus, un mercredi soir à une vingtaine d'heures de la mise en prod de la dernière fusion. Quand d'un seul coup, moi je me dis, je vais passer direct à celle d'après, dis donc, on n'avait pas un SSO sur nos apps, parce qu'en fait, du coup, le service ident qu'on merge en dernier, l'identification, il y a des chances qu'il soit impacté que le SSO soit impacté par le merge de ce service-là, notamment parce que bon, le SSO, quand on change les URL, en général, ça a tendance à moins bien marcher, forcément. Et du coup, oui, on a un SSO. Alors non seulement on l'a pas testé, on n'a pas les accès aux environnements, on ne sait pas comment le tester.
La personne d'ailleurs qui a le ownership sur le SSO à ce moment-là est absente en plus complètement off. Et la petite cerise sur le gâteau de merde, c'est que c'est le plus gros client qu'on a qui utilise le SSO. Donc en gros, si ça marche pas, là c'est rideau. Donc petite sueur, petite panique. Je sais même plus comment ça s'est déroulé, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que quand on a réussi à obtenir les accès et le cahier de test et l'environnement, ça marchait pas. C'était prévisible en même temps. Donc repanique évidemment. Coup de bol, bon là c'était juste une variable d'environnement à changer. Ça on sait faire. Et donc à 15 heures de la mise en prod, on savait enfin qu'on avait un SSO qui marche. Emoji tada. Donc voilà, on a un monolithe en prod. Non, c'est moi encore ça. Oui. Donc voilà, là on vous a montré ce qui s'est bien passé dans le plan, ce qui s'est mal passé dans l'exécution. Maintenant, on va en tirer un petit peu des conséquences. Notamment, on a pronostiqué un gain de performance. Qu'en est-il? Oh, on est large. Donc ça, c'est l'APM de Sentry dont Yann parlait tout à l'heure. Et donc le endpoint qui est surveillé ici, le post-buyback, en gros, il faut imaginer que, comme nous on fait de la reprise, c'est un peu du e-commerce inversé. Mais si on était en e-commerce, ce serait le post-order, en gros. Donc c'est le endpoint le plus important, c'est celui qui fait du biz. C'est celui qui appelait 8 copains aussi. Oui, le fameux. Et donc là, on n'est pas particulièrement fiers, mais avant qu'on commence, on peut voir qu'on était un P95 à 30 secondes sur ce endpoint. Comprenez pourquoi on n'a pas voulu faire une API là-dessus. Ce qui est cool par contre, c'est qu'on voit à chaque merge de microservices, vous devez avoir des paliers. Et en fait, on a vraiment le temps de réponse instantanément qu'on a vu diminuer. Donc ça c'est cool parce que c'était quand même le but premier du truc. Alors certes, à la fin, on arrive à du 5 secondes, ça reste encore pas très acceptable, mais on partait de loin, de 30 à 5, en faisant juste une fusion des microservices, on était quand même content. Savoir que derrière, non seulement on a continué à améliorer ce endpoint, mais surtout le endpoint de l'API publique, qui est codé différemment, a fini par remplacer celui-ci. Et donc là, aujourd'hui, on tient en dessous des 500 millisecondes, donc ça nous paraît d'un seul coup plus manageable. Moi, ça, oui. Je savais. Oui, après, c'est voilà, ce qu'on disait tout à l'heure sur Spider-Man, DDD, tout ça. Ce que ça nous a permis de faire quand même un petit peu tout ce chantier, c'est de se rendre compte qu'il y avait un problème d'ownership. Et donc, on a commencé à justement se répartir les dossiers features dont on parlait tout à l'heure. Et on a lancé du coup des vrais ateliers DDD pour se faire former. On a fait des event storming, etc. Et là, aujourd'hui, alors en plus, au moment où on a écrit la conf, on était encore en transformation. Et là, on est 1 an et demi plus tard. On a vraiment des domaines bien séparés, bien identifiés. Et limite, on se verrait presque prêt à refaire des microservices. Du coup, il y avait aussi un enjeu de temps. C'est-à-dire que au moment où on a freezé, le but c'était que le freeze il dure le moins longtemps possible, pour 2 raisons. Déjà parce que côté business, ça bloquait un peu. Alors certes, ils pouvaient faire quelques features front, mais bon, au bout d'un moment, pour faire des trucs structurants, c'était bien de redébloquer le back. Il y avait en fait l'équipe qui allait être responsable de l'API publique, qui allait arriver, et donc le but du jeu, c'était s'assurer qu'ils arrivent avec une place à peu près nette et qu'ils puissent se lancer sans trop penser à de la tuyauterie. Sur le plan qu'on a montré plus tôt, on espérait obtenir un monolithe le 26 juin. Il s'est avéré qu'on a réussi à avoir un monolithe le 22. Donc on était super contents, on a réussi à tenir nos délais. Et en plus, l'équipe qui arrivait pour faire l'API publique, elle arrivait le 23. Donc c'est bien, on a eu le temps de cacher les cadavres sous... Et ils ont pu faire « Ah tiens, dis donc, c'est pas mal ici !» Et donc on était ravis. Bon, le but c'est pas non plus de se jeter des fleurs, il y a des trucs qu'on a ratés, et on va en reparler derrière, mais au moins... Au final, la task force qu'on avait, on a eu 2 mois de préparation, on a mis en place les outils, on a défini le plan, on a mis en place tout ça, 1 mois de freeze, et au bout de 3 mois, c'est bon, on avait un monolithe en prod, avec les résultats notamment en termes de perf. Ouais, donc effectivement, on va pas que se jeter des fleurs, il y a quand même des trucs qu'on aurait pu mieux faire, je suis sûr que vous avez des idées. Donc déjà, on aurait pu impliquer plus de product owners, et même de gens du métier en général. Mais là, le problème du SSO dont je parlais, c'est pas qu'il n'y avait pas de cahier de test ou de doc ou quoi que ce soit, c'est juste qu'on ne le savait pas. Nous, on se croyait un petit peu malin, on n'a pas non plus fait beaucoup de réunions avec les gens qui connaissaient chacun des domaines. Donc là, totalement, en fait, le SSO, c'est de notre faute. On n'a pas essayé de se renseigner, nous on a dit on va merger ident.
on est malin, on sait comment faire. Donc si c'était à refaire, c'est de mettre beaucoup plus de monde autour de la table, parce que ça aide aussi à anticiper les problèmes et à les résoudre quand ils tombent sous le nez. Là, on a dû résoudre ça un petit peu tout seul. Aussi, ce qu'on aurait pu faire, c'est peut-être calibrer nos outils. Parce que, effectivement, Cassis, tout à l'heure, l'outil, il marche bien. Mais si derrière, on fait le script qui l'interprète, il fait n'importe quoi et qu'on l'a pas testé avant de commencer à faire des releases, fatalement, on va perdre du temps pour rien. Donc, il aurait fallu, à mon avis, au moins le lancer sur 2-3 releases sur lesquelles on n'avait pas commencé à faire des opérations et voir si déjà c'était cohérent. On l'aurait vu tout de suite, normalement. Aussi, je ne sais pas si vous avez fait gaffe quand j'ai montré la baisse du temps de réponse sur Sentry APM. Il y a un gros trou là dans les données. Il y a un endroit où il n'y avait plus de... Ben, on ne sait pas pourquoi. Mais du coup, ça aurait été bien de le savoir. Et puis surtout, en fait, c'est heureusement qu'on n'avait pas besoin de mesurer pile à ce moment-là, parce que sinon on était paumé. Donc, de manière générale, testez, vérifiez vos outils avant de leur faire confiance, quoi. Ok. Il y a des choses qu'on aurait pu faire mieux. Et on pense qu'il y a un certain nombre de leçons à en tirer, à la fois pour la prochaine fois que vous aurez un projet à démarrer, ou aussi la prochaine fois que vous aurez un gros chantier technique complexe. Sur un démarrage de projet, on a repris cette image de Martin Fowler qui dit que pour utiliser des microservices, il faut avoir une certaine maturité technique. Parce que d'un point de vue DevOps, d'un point de vue monitoring, d'un point de vue CI/CD, ça nécessite d'être solide sur les appuis techniquement pour réussir à encaisser le fait d'être en microservice. Le message qu'on veut rajouter, c'est qu'il faut avoir une certaine maturité technique, mais en fait, il faut aussi avoir une certaine maturité métier. Généralement, quand on démarre un projet, un peu en mode startup, on se cherche encore un peu sur le métier. Les domaines, ils ne sont pas encore très clairs. Et en fait, supposer que tout de suite les choses vont être découpées d'une certaine manière, ça va engendrer un certain manque de flexibilité par la suite. Un découpage qui avait été fait, c'est de se dire, tiens, plutôt que de découper du domaine, en fait, il y avait juste des portions des tables, on se dit, tiens, super, on va les mettre à part, on va mettre un CRUD par-dessus, mais en fait, ça n'avait aucun ownership. C'était juste remplacer des requêtes SQL par des calls HTTP. Et rajouter cet overhead-là, c'est ce qu'on appelle des entity services, et aujourd'hui, c'est reconnu comme étant plutôt un anti-pattern. Si vous faites un découpage, il faut que le service que vous découpez, il ait du sens métier, qu'il ait de l'ownership et qu'il sache faire des choses. Pas juste répondre, oh, super, j'ai mis ton objet à jour. Alors, comme tu dis, c'est pas si simple. Ok, on fait pas de monolithe quand on commence, mais on fait comment? On fait du code de merde jusqu'à ce qu'un jour on arrive à le découpler. Alors non, c'est pas parce qu'on fait pas des microservices que le code doit être couplé. On peut commencer avec un monolithe modulaire. Il y a pas longtemps, j'ai entendu parler de gens qui utilisaient le terme de modulite qu'on connaissait pas. Alors, en gros, l'idée c'est quoi? C'est de dire, certes, en termes d'infra, de codebase, de ce que vous voulez, vous n'allez pas avoir plusieurs applications et plusieurs serveurs. Et ça ne vous empêche pas d'identifier des modules fonctionnels qui sont indépendants, découplés, et en utilisant du DDD ou pas d'ailleurs, hein, c'est pas forcément obligatoire, mais en tout cas de les découpler. Et ça permettra, en plus, le jour où vous avez la maturité technique et métier, de dire, ok, en fait, là, ça devient facile de faire un microservice. Facile entre guillemets, mais... Donc commencez par un monolithe modulaire. Également, il vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres, hein. On l'a vu avec DMS et la prod qui est tombée comme le gouvernement là. On aurait gagné à avoir un cluster complètement séparé de nos copains, surtout que l'app avait vraiment aucun rapport avec la nôtre. Donc la prochaine fois que vous aurez un chantier technique complexe, en fait on aurait tendance à être un peu conservateur et à appliquer des recettes déjà connues. Nous par exemple, notre première intuition c'était de dire tiens, oula, la réplication des données, ça va être un peu tendu. On va faire une page de maintenance et on va faire ça tranquillement, sans contrainte de l'appli doit fonctionner le temps qu'on bouge les données. Mais en fait, grâce à DMS, on a eu au final un plan qui était beaucoup plus élégant, itératif, qui collait plus à notre volonté de faire que si on y avait été à l'ancienne. Et en fait, on se dit que c'est quelque chose à en retirer pour les prochaines fois. Plutôt que de partir sur un plan qu'on connaît déjà, regardez s'il n'y a pas de nouveaux outils sur l'étagère qui permettent de simplifier certaines des étapes qui aujourd'hui seraient rébarbatives. On en profite pour remettre cette slide. On pense vraiment que, justement, rajouter un filet de sécurité, avoir des étapes intermédiaires, travailler en équipe, c'est des composants qui sont nécessaires
sur tout type de gros chantier tech. Après, voir à la marge comment le faire fonctionner, mais c'est des principes qui, nous, sans eux, on n'y serait jamais arrivé. Enfin, on y serait arrivé avec probablement plus de dégâts. Et ouais, bah aussi, du coup, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait sur les ADR, les schémas et même le fait d'impliquer les gens. On ne sait pas exactement quelle est la meilleure forme à vous suggérer, mais en tout cas, avoir un plan de visibilité partagée, c'est crucial. C'est-à-dire que les gens peuvent vous aider à anticiper les problèmes, à les résoudre. Puis bon, on réfléchit toujours un peu mieux à plusieurs. Et puis derrière, c'est un peu plus simple de comprendre ce qu'on a fait et pourquoi on a merdé. Oui. Et cette visibilité, c'est aussi bien côté tech que côté produit. C'est vraiment Oui, impliqué. carrément. Ouais. Ouais. Et du coup, on veut finir avec une note d'espoir. En fait, en tant que développeur, souvent sur les projets, il y a une certaine fatalité par rapport à la dette technique. Surtout quand elle est comme ça, vraiment structurelle, day one, mauvais choix, et où on se dit, waouh, on va devoir composer avec ça pour le restant de la vie du projet. Et en fait, le message qu'on veut faire passer, c'est que c'est pas une fatalité. Alors certes, ça va pas être facile, mais c'est possible. Ça va demander un certain nombre de choses. Ça va demander de rendre visible le problème, ça va demander d'impliquer les bonnes personnes, ça va demander de mettre en place un plan en essayant de songer à toutes les éventualités. Ça veut dire aussi savoir jeter ce plan par la fenêtre parce qu'il y aura forcément des trucs que vous n'avez pas anticipés et savoir réagir à ces choses-là. Mais derrière, c'est possible et on arrive à des résultats qui en valent la chandelle. Et c'est ce sur quoi on veut terminer ce soir. Merci à vous. Merci.